On était au troisième point sur les 5, donc il y en a 2 autres que tu voulais nous partager aussi. Oui. Alors, le quatrième, ce serait justement quand on arrive à cet effet de bombe à retardement, que je mentionne déjà un peu avec, en l'occurrence, l'exemple que j'ai donné de mon vécu, ou la crise existentielle, comme tu dis, que de très très nombreuses personnes rencontrent dans leur vie. Donc, le fait de prendre sur soi, d'encaisser, de tamponner, de s'auto-sacrifier, hein, fait qu'un jour, où il y a une explosion interne, justement, peut-être sous la forme de émotionnelle, de nervous breakdown, de maladie ou autre, ou externe, entre guillemets, ou la peut-être accident, événement qui ne nous laisse plus d'autre choix que de faire autrement, en fait. Parce que il y a trop de besoins qui n'ont pas été entendus pendant beaucoup trop longtemps. Donc, pour aussi rebondir sur ce que tu me demandais avant, dans mon cas de figure, ça a été énormément de suradaptation que j'ai compris d'une manière progressive en avancement dans mon chemin depuis jeune, très jeune, mais qui a trouvé un point culminant quand j'étais dans une relation avec un partenaire, une relation très toxique avec un partenaire qui souffrait très vraisemblablement d'un trouble de la personnalité narcissique. Voilà, je pense que là, ça a été pour moi vraiment l'accumulation qui m'a fait faire la connexion de qu'est-ce qui se rejouait vraiment pour moi dans cette relation de connu, que j'avais déjà connu dans des dynamiques étant déjà petite fille. Et du coup, qu'est-ce qui se rejouait là, parce qu'inconsciemment, bien sûr qu'on cherche à se réparer aussi à travers nos relations. Et certaines relations sont, en fait, toutes les relations sont dans l'absolu des opportunités pour faire ça, même si certaines coûtent énormément et on dit souvent qu'on s'en passerait bien. Et parfois, oui, c'est vrai d'un point de vue de l'ego, mais pas d'un point de vue de l'âme. Et donc, une des questions, quand on est beaucoup trop tourné vers répondre à ses attentes, se suradapter, justement faire la the good girl, etc. La question qui vaut la peine de se poser dans ces cas-là, c'est quand on se rend compte de tout ça, où est-ce que dans ma vie, je m'auto-sacrifie pour répondre à des exigences extérieures et qui me coûtent trop? Parce que des fois, il y a aussi, voilà, si j'ai des enfants et que je les aime fort et que je leur donne beaucoup de moi et ça m'empêche de peut-être me développer professionnellement ou sur un autre plan pendant un certain temps, mais c'est un choix que je fais en conscience. Et donc à ce moment-là, c'est pas un sacrifice. Mais quand c'est pas un choix véritablement conscient et que on n'a pas la clarté sur justement ce qui se joue en nous, les tensions, etc. À ce moment-là, on est dans cette espèce de confusion qui peut donner lieu à cette surcharge. Ce qui m'amène à ce concept de crise en chinois que je trouve intéressant parce que justement, c'est très galvaudé en chinois. On a le mot crise qui s'appelle weiqi. Et en fait, ça a été souvent galvaudé en fait en Occident. On entend souvent des coachs en développement personnel, etc., ou en business, en entreprise, qui disent la crise est aussi une opportunité, etc. Donc en fait, c'est très simplifié, mais il y a quand même quelque chose qui est juste là derrière. Et déjà, j'ai le caractère ici. Weiqi. Donc ici, le wei, en fait, traditionnellement, en fait, l'idée c'est, vous savez, c'est des pictogrammes à la base. Les caractères chinois sont constitués d'une partie radicale sémantique et d'une partie phonétique, tous. Donc là, en fait, visuellement, on a l'idée d'un homme qui est au bord d'une falaise, qui est face à un danger, en fait. Et donc c'est ça suggère bien sûr un moment critique ou une situation périlleuse, donc la crise quelque part. Et puis le ti ici,
on a le radical de l'arbre ici ou du bois. Et puis à côté, c'est une sorte de mécanique d'engrenage en fait, puisqu'à l'époque, on construisait beaucoup avec le bois. Évidemment, on n'avait pas encore accès à l'acier, à tous ces matériaux d'aujourd'hui. Et donc, on trouve d'ailleurs beaucoup ce caractère dans tout ce qui est machine, Titi, les robots, TNT, les moteurs, etc. Et en fait, dans la pensée stratégique chinoise ancienne, qu'on voit notamment dans je sais pas si tu connais Sun Tzu, l'art de la guerre, qui est super intéressant, le taoïsme, le néo-confucianisme, etc. Ça renvoie à l'idée, en fait, d'un momentum qui est caché, ou d'un point de retournement, ou d'une dynamique invisible, d'un potentiel latent et d'un moment où il faut agir. Et donc, ça veut pas juste dire opportunité, mais ça sous-tend clairement l'idée que oui, il y a une situation, donc pas dans le sens moderne, qui est négatif. Quand on dit weighty, c'est pas bon, mais dans le sens traditionnel ancien, dans les anciennes écritures, il y a cette idée que ça contient un potentiel de transformation avec des opposés qui existent. Donc cette vision très justement yin-yang, des polarités complémentaires, très orientales, et que le danger justement contient déjà une mutation possible. Une mutation, c'est un changement, une transformation, et que le changement est vu comme une dynamique permanente, constante. Donc une crise contient en réalité un potentiel de mutation ou de changement, de transformation. Donc c'est un petit peu la vision qu'on pourrait dire en sinologie par rapport à ce passage à vide, ces grandes traversées des marécages ou des crises existentielles qu'on peut vivre. Voilà. Et puis le point 5, c'est que les hyperempathes, alors ça c'est quelque chose qui vient constamment en fait, je l'entends vraiment presque tous les jours, ils ont très peur d'être les bourreaux, ils le disent pas comme ça, mais je me réfère à Karpman, sauveur, victime, bourreau, car pour eux les émotions sont ressenties tellement fort, les mots ont tellement d'impact, qu'ils ont peur de dire leurs mots et d'exprimer leurs frontières. De nouveau, ce langage des frontières. Donc il y a la peur de blesser l'autre, la peur de rejeter l'autre, la peur de perdre le contrôle ou de prendre le contrôle sur l'autre, parce que ça ils aiment pas du tout non plus, la peur de se montrer agressif, la peur de l'énergie du conflit qui les affecte énormément, ce genre de choses, c'est pas exhaustif. Donc ils préfèrent se taire, s'écraser, absorber la frustration, s'auto-censurer, et en faisant ça, ils internalisent aussi la colère, et souvent la tristesse, qui est souvent un peu négligée, pas suffisamment vue. Même quand leurs limites sont dépassées. Et ils continuent en serrant les dents, avec cette fameuse pensée, mieux vaut tenir encore le coup, ça va passer. Peut-être que tu connais. Oui, moi je serre souvent des mâchoires la nuit. Il y a l'idée effectivement de résister, de tenir, ça va passer, tu vois, et on résiste. Mais effectivement, par moment, pour que ça passe, il faut lâcher. Il faut ne plus résister, il faut laisser circuler, se laisser traverser, plutôt que de retenir, de contenir, quoi. Quand le flot est derrière soi, il faut laisser circuler. Et c'est l'émotion, c'est les colères, c'est les frustrations, c'est tout ça, effectivement. Mais la crise ne peut pas se transformer en opportunité si ça ne lâche pas. Donc ouais, c'est chouette. Et j'aime beaucoup quand tu parles de circuler parce que c'est super neutre en fait. Ça rejoint la vision de la médecine chinoise avec l'idée qu'on est parcouru de flux énergétiques et que quand on a un symptôme, c'est parce que ces flux sont bloqués. Donc on va nous mettre ces aiguilles, ces points pour aller permettre à l'énergie de se remettre à circuler. Et c'est ce qu'on fait aussi dans la régulation du système nerveux que je pratique, notamment avec le brain spotting, c'est qu'on recrée de l'espace dans le système, tant neurologiquement que dans le système nerveux central. Et d'ailleurs, c'est un système, on considère pas que c'est séparé du tout, c'est un seul système, comme le dit aussi Stephen Porges.
Et l'idée, c'est de pouvoir recréer un mouvement dans un système qui est trop saturé. Hein. Quand on commence à sortir des symptômes ou qu'on a trop de répétitions, c'est parce qu'il y a une certaine surcharge et saturation. Donc, on remet les choses en mouvement, on recrée de l'espace et ça permet de nouveau au flux de circuler et de pouvoir désengorger en fait ce système. Donc, par rapport à ces peurs que je mentionnais, de faire mal, de que ça sorte trop fort, d'utiliser des mots qui blessent, des choses comme ça, une croyance aussi qu'on peut déconstruire là, que moi-même je travaille encore, c'est que souvent de comprendre qu'on projette nos propres peurs sur l'autre. C'est-à-dire qu'on projette ce qui nous a heurté nous, dans notre enfance, dans notre parcours. Et en fait, on n'a tellement pas envie de le faire vivre à l'autre. Et c'est ça qui nous bloque. Mais en réalité, l'autre n'a pas du tout le même parcours que nous. Il n'a pas les mêmes blessures que nous. Alors comment est-ce qu'il pourrait se sentir blessé comme ça a été notre cas? Donc là aussi, il y a même une surresponsabilisation quelque part à travers la projection de nos propres peurs sur l'autre. Hein? Même si l'intention est bonne, on veut protéger, on veut pas faire de mal. Mais en fait, on sort de notre propre responsabilité. Il y a quelque chose de trop excessif d'une certaine manière. Hein? Et donc, on est tous responsables de nous-mêmes en premier lieu, et on n'a pas non plus le pouvoir d'absorber à long terme ce que les autres ne veulent pas voir eux-mêmes. Donc, je trouve que ça, c'est quand même important de le voir, de pouvoir le dire de temps en temps. Et parce que ça libère de se rappeler de ça quand même, pour en tout cas mon audience, et de tester le fait de dire parfois non ou à condition, enfin pas parfois, quand c'est nécessaire, ou à telle condition, j'accepte mais à telle condition, ou de ne rien répondre plutôt que d'accepter par défaut en fait. Hein. On est aussi libre de rester dans le silence, qui est aussi une forme de communication. Mais attention, bien sûr, l'idée c'est de rester dans une écologie relationnelle, c'est-à-dire d'être respectueux de notre environnement, de notre relation, voilà. C'est pas une démarche narcissique non plus. Donc, je pense au mouvement. Peut-être t'as entendu parler de la radical authenticity ou radical honesty de Brad Blanton dans les années 90 aux États-Unis, qui vraiment, comment dire. Il mettait en avant la décharge émotionnelle, comment être radicalement pas authentique mais radicalement de dire ses quatre vérités aux gens, de laisser sortir en fait toute sa frustration pour ne pas justement se dissocier encore plus en se conformant aux normes, etc. Donc l'intention est bonne, hein, mais dans la forme, j'ai rencontré des gens qui appliquaient ça. Et pour moi, en réalité, l'émotion brute n'est pas automatiquement la vérité du tout. C'est deux choses qui ne sont pas forcément liées. Et au contraire, la maturité relationnelle, elle implique justement de pouvoir discerner, réguler, savoir décanter avant de revenir vers l'autre, de prendre la parole, avoir conscience de l'impact de nos mots aussi. Faire preuve de responsabilité relationnelle et savoir juste différencier, ok, quand je suis authentique, quand je suis impulsif, quand je projette, quand je me décharge et que ça vient de ma propre histoire très traumatique que je n'ai pas à faire porter à l'autre, idéalement. Et donc, ça rejoint un peu cette idée aussi de langage des frontières qui commence par une posture intérieure. Hein. Ça, c'est c'est moi qui parle de ce langage des frontières. C'est quelque chose dont je parle souvent aussi avec mes clients parce que à force de ne pas avoir pu accédé à ses propres besoins, ses désirs et sa propre authenticité en étant accepté parce que l'environnement pour telle ou telle raison ne le permettait pas. Donc, il y a une difficulté à pouvoir déjà se comprendre soi et ensuite le traduire vers l'extérieur et de le faire de façon à ce que ça soit socialement acceptable. C'est ça vraiment un des plus grands dilemmes que je rencontre chez mes clients.
Et c'est pour ça que j'évoque parfois la CNV, parce que ça permet justement de remettre de la conscience sur ce qui se passe en nous, avec ces fameuses 4 étapes. Je sais pas si tu dois être familier, j'imagine, avec la... Oui, je suis familier de la CNV, donc la communication non violente, mais effectivement, parle-en avec grand plaisir. Ouais, exactement, merci. La communication non violente, c'est tellement long comme nom. Donc en 4 étapes, en gros, ça revient à observer en fait les faits, qu'est-ce qui s'est produit, mais sans juger. Hein, on l'a fait vraiment courte. Ensuite, revenir à son propre ressenti, là aussi, hein, sans se juger, hein, avec compassion, d'identifier, pas se dire ah je suis un crétin, j'ai encore merdé. Non, c'est revenir. Ok, je vis de la frustration, je vis de la colère, je vis un sentiment de ne pas être reconnu, je me sens invisible, etc. Et puis de pouvoir aussi, après, il y a plein de subtilités, démêler nos interprétations des sentiments réels, parce qu'au final, il y en a pas tant que ça. Hein. Il y a les quelques, suivant les écoles de psychologie, 5, 6, 7 de base, la joie, la colère, etc., etc. Donc ça, c'est la deuxième étape. Aller voir qu'est-ce qui se passe réellement en nous, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce qui est à l'origine de notre réaction. Et ensuite, aller encore plus en profondeur sous la surface de l'eau, c'est identifier quel est le besoin qui a faim, comme je dis souvent, le besoin qui n'est pas rencontré. Et puis, dans un dernier temps, c'est pouvoir formuler une demande claire à l'autre, qui respecte aussi l'écologie relationnelle, sans accuser, sans exploser, sans utiliser le tu qui tue comme tous les formateurs nous apprennent. Voilà. Et donc un besoin, là en l'occurrence, ça pourrait être, par rapport à ce que j'ai mentionné, j'ai besoin d'être davantage reconnu pour le travail que je fournis et la valeur que j'apporte, par exemple. Ça pourrait être le besoin. Et comment, du coup, je peux formuler une demande qui va être alignée avec tout ce cheminement qu'on a fait, hein, et qui va répondre à ce besoin sous-jacent. Hein. Parce que tous nos besoins ont une bonne raison d'être là, on n'a pas à les juger. Par contre, quelle stratégie on emploie pour pouvoir y répondre? Ça, c'est souvent là qu'on peut avoir une marge de manœuvre, voilà. Et quand on commence justement à percevoir les choses différemment, à pouvoir se positionner différemment à l'intérieur de soi, quand on comprend déjà ces différents niveaux en soi, là, on peut commencer à avoir un impact parfois, dans le meilleur des cas, sur nos systèmes, hein, nos familles, notre couple, avec nos enfants, au travail, etc. Pourquoi? Parce que un système relationnel cherche toujours un équilibre. Donc, si moi, je change de posture interne, que je change peut-être de langage, ou je désactive une réactivité, je décide de faire autrement, dans la mesure du possible, hein, parfois ça demande justement de faire une régulation nerveuse pour pouvoir le faire aussi. Sans ça, le corps réagit trop vite. Et à ce moment-là, quand je commence à bouger, le système se met à bouger. Et ça, je le vois aussi avec les séances de brain spotting et comment les clients qui sont désactivés parce qu'ils retrouvent une régulation, et à ce moment-là, ils ne rentrent plus dans les mêmes schémas de ping-pong, de t'appuies sur un bouton, j'appuie sur le tien, mais c'est pas volontaire, c'est vraiment du tac au tac. Ça rejoint justement cette neuroception dont je parlerai dans un autre épisode de Stephen Porges, où le système nerveux détecte inconsciemment une menace, un danger, hein, ça se passe à un niveau inconscient, et donc il répond du tac au tac, c'est pas quelque chose qu'on contrôle par la volonté. Voilà. Ce qui est justement à l'origine de beaucoup de consultations, évidemment. Voilà. Donc, pour dire que parfois, on croit que c'est une fatalité, qu'il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas de solution. Mais en réalité, on peut ajuster les choses par un positionnement un peu différent qui fait quand même bouger le système. Et du coup, ça désactive aussi souvent les réactions des autres. Ce qui fait qu'après, on peut commencer à changer les dynamiques de groupe. Après, quand c'est un contre tous, j'entends bien que c'est très compliqué.
Enfin, c'est complexe. Néanmoins, on peut aussi apprendre à se sentir moins touché par ces dimensions-là et ces dynamiques. Et ça, c'est aussi un travail concret qu'on peut faire justement avec cette régulation nerveuse. Voilà. Donc, même si les mots comptent, oui, mais ce qui compte encore plus, c'est cette posture interne et puis ce langage, dans un deuxième temps, qui va être une manifestation de cette posture interne, hein, et qui est aussi un apprentissage. Ouais, on revient chez soi pour mieux ensuite s'exprimer, mais en partant d'un espace apaisé et pas d'un espace en tension, avec tous les défis que tu nous as partagés pour cette haute empathie. Et c'est comme ça qu'on va se sentir plus libre au fur et à mesure, avec le fait de j'arrive à déjà à bien identifier. Là, tout ce que tu as fait, c'était parfait dans ces 2 épisodes. Et l'idée, c'est maintenant comment tu peux nous aider, et pour terminer ce 2e épisode sur ce sujet, mais il y en aura d'autres évidemment, à restaurer l'autorité dans son royaume. C'est-à-dire, on revient chez soi, mais l'autorité, on n'est plus commandé par quelque chose de plus grand, d'impulsif, de réactif, qui du coup nuit à notre monde intérieur et extérieur, quoi. Mhm. Ah bon, alors ultimement, je pense dans certains cas, c'est clairement ça passe par cette régulation nerveuse qu'on évoquait. Mais dans un premier temps, ce qui est aussi important, c'est de comprendre déjà, de faire un retour dans le corps, se remettre en contact avec son propre corps, ce que je propose de faire même en quelques minutes, et de pouvoir peut-être mettre des mots sur tout ça. Donc peut-être si les personnes veulent juste prendre un stylo et un petit carnet de notes ou une feuille de papier pour pouvoir, si elles le souhaitent, prendre quelques notes ou alors simplement rester voilà, à l'intérieur d'elle-même, à choisir. Voilà. Donc c'est juste à peine 5 minutes pour faire un petit retour à soi. Et comme tu dis, retourner dans son royaume. Voilà. Donc ce que je propose, c'est déjà s'asseoir confortablement, hein, ou même s'allonger, hein, si on le souhaite. Voilà. Appuyer son dos si c'est plus confortable, hein, de manière à pouvoir être vraiment le plus relaxé possible. Et puis, si on se sent ok, c'est plus facile de fermer les yeux pour reprendre le contact avec son paysage intérieur, avec nos sensations, avec peut-être nos tensions musculaires, voir où est-ce qu'on peut amener un peu d'oxygène, un peu de détente. Prendre quelques grandes inspirations qui remplissent les poumons et qui vont remplir le bas du ventre et le faire gonfler un peu comme un ballon. À plusieurs reprises, à chaque inspire, rentrer dans un état un petit peu plus profond de relaxation, un temps pour soi. Et puis, imaginez pendant quelques instants que vous revenez vers votre royaume intérieur. Cette image de royaume, cet endroit qui vous appartient à vous uniquement. Peut-être que vous pouvez visualiser un château, une forteresse, un palais avec une enceinte, ou peut-être une muraille comme en Chine qui abrite un territoire. Prenez juste ce qui vient naturellement. Peut-être il y a encore autre chose, une autre image. Observez un peu peut-être de quoi est faite cette muraille ou cette forteresse ou ces parois. Est-ce qu'elles sont plutôt fermes, très solides, impressionnantes? Ou est-ce que elles sont un peu défaites? Est-ce que les pierres tombent?
Est-ce qu'il y a des trous dedans? Est-ce que c'est une frontière très ferme ou est-ce qu'elle a besoin d'être restaurée? Et peut-être vous demandez combien d'énergie passe habituellement vers l'extérieur de cette frontière. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas assez dans cette période que je vis maintenant? Vous pouvez visualiser que sur cette forteresse ou cette frontière, cette muraille, ces parois, il y a un portail ou peut-être un pont-levis, une porte d'enceinte. Et cette porte représente vos propres limites, ce qui est confortable pour vous, ce qui vous convient vraiment. Au-delà de cette porte, ça n'est plus confortable, ça ne vous convient plus. Et rappelez-vous que tout n'a pas besoin d'entrer. Vous êtes la personne qui décide quand est-ce que vous ouvrez la porte et aussi quelle ouverture. Et je vais vous poser 3 questions simples que vous pouvez écrire sur un petit papier ou garder dans votre tête. Numéro 1. Quelles sont les personnes, les situations ou les moments qui me nourrissent réellement? Et quels sont les moments, les situations, les personnes qui me drainent, qui me vident? La deuxième question, à quoi est-ce que je dis oui alors que mon corps dit non? Et la troisième question, qu'est-ce que mon système nerveux essaie de protéger, de faire pour moi, en restant constamment en alerte? Voilà, et prenez un grand inspire pour revenir ici et maintenant pour les personnes qui ont les yeux fermés, qui sont restées un peu plus en état d'absorption. Prenez 1 ou 2 inspires pour transitionner. Il est important de se rappeler que revenir chez soi ne veut pas dire fermer son cœur, devenir froid, devenir difficile. Ça appartient aux autres, c'est leur jugement. Mais ça veut dire cesser de s'abandonner en se coupant de soi et en se coupant de son corps, de ce qu'il nous dit. C'est allé pour toi, Julien? Oui, ça allait très bien. Merci beaucoup. C'est très très chouette, je trouve, comme type de visualisation. Puis c'est très accessible
court, efficace et tout de suite ça nous ramène à quelque chose de central en nous. Et puis je trouve que si ça vient pas, au fur et à mesure peut-être ça viendra, les visualisations de à quoi ressemble mon royaume intérieur. Et c'est vraiment pratique de s'y reconnecter. Donc moi j'aimais bien l'idée du château avec un pont-levis, tu vois, parce qu'il y a de l'eau aussi autour, le pont-levis se lève, plutôt qu'une porte. Pont-levis, ça me sécurise plus, tu vois. Parce qu'une fois puis il y a de l'eau en dessous, il y a des crocodiles, tu mets ce que tu veux, mais il y a l'idée de l'îlot protecteur et sécurisant. Moi, c'est ce qui m'est venu assez rapidement. Puis j'aime bien l'idée de la forteresse. La muraille de Chine me parle beaucoup. Et puis c'est intéressant vu que tu es sinologue et que tu parles beaucoup de la Chine. Et puis cette muraille est quand même impressionnante, solide. Elle était là pour effectivement empêcher les envahisseurs de rentrer. Et puis c'est une œuvre immense et monumentale. On aura toute l'occasion d'en parler dans un épisode. Mais je trouve que cette frontière symbolique-là peut aussi beaucoup servir et que chacun et chacune va, à l'aide de cette visualisation, se représenter la sienne au mieux pour des moments où on a besoin de revenir chez soi ou de rentrer au royaume parce qu'on est trop souvent à l'extérieur de soi et qu'on habite chez l'autre, comme tu disais dans l'un des premiers points, vivre chez l'autre, quoi. Donc il est temps aussi de revenir chez soi. Exactement. Et c'était très riche. Merci pour ces 2 épisodes. C'était un grand qu'on a enregistré et qu'on a coupé en 2. Mais merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu veux partager pour terminer, Aude? Alors peut-être, merci beaucoup pour ton feedback. C'est toujours fascinant de voir comment les visualisations, ce type de guidance est vécu de l'intérieur. J'adore entendre ça. Je te remercie. Une autre métaphore, j'aime bien la métaphore du puits pour les personnes qui ont tendance à toujours être en épuisement chronique, à toujours s'ajuster aux autres, à surcompenser, se suradapter, tout ça. J'aimerais d'ailleurs vraiment y dédier un épisode très prochainement en parlant justement de comment pouvoir sortir ou passer d'un état d'hypervigilance et de suradaptation à un état de sécurité intérieure, qui est justement ce que je propose comme avec notamment le brain spotting, qui est la modalité que j'emploie pour faire cette régulation nerveuse et qui apporte vraiment des magnifiques résultats. Et donc la métaphore que j'aime employer, c'est le puits avec l'eau. C'est de toujours veiller à ce qu'il y ait assez d'eau dans son puits pour pouvoir en offrir à qui a soif, plutôt que de vivre de gouttes spartiates qui tombent, on ne sait pas quand elles vont arriver avec la pluie, et espérer ne pas mourir de soif. Et puis, peut-être de terminer, j'avais juste envie de mentionner Ramdas, qui était ce professeur dans les années 50. C'était cette mouvance de professeurs à Harvard qui voyageait en Inde, qui rencontrait justement les philosophies orientales. C'était l'époque du LSD et tout ça. Et pour moi, c'est un être d'une grande sagesse et d'une compassion absolument infinie, incroyable. Il est déjà décédé. Et lui, il a écrit cette simple phrase: We are all walking each other's home. On ne fait que se raccompagner les uns les autres à la maison. Voilà. Et c'est cette idée, c'est simple, mais pour moi c'est très puissant, que ultimement toutes les situations qu'on rencontre tous les jours ne sont pas des fatalités, mais elles sont des occasions d'exercer notre autorité, de roi, de reine, cette capacité à rester chez soi, en contact avec nos ressentis, donc être dans cette souveraineté, on pourrait dire, tout en étant dans la relation. Et on peut le faire à 50%, 50%. C'est quelque chose qu'on peut entraîner. Tandis que je suis dans la relation, je ne me perds pas dans l'autre, ou dans les enjeux, ou dans le stress, ou dans la pression qu'on met. Je reste chez moi. Et en faisant ça, on est vraiment, on a un ancrage, on a comment dire, une assise plus forte, plus solide, et on peut faire face à des situations chaudes, parfois pas faciles. Je donnais l'exemple d'un cas avec une personne manipulatrice, qui avait essayé de me piéger dans un épisode précédent, mais c'est tellement important dans tellement de cas de figure de pouvoir rester vraiment chez soi. Et c'est pas toujours possible, c'est important de se pardonner quand on n'y arrive pas. C'est fondamental parce que c'est comme un muscle et voilà, on peut pas non plus
être 100%. L'idée n'est pas la perfection, l'idée est la progression. Voilà. Génial. Bah parfait. C'est parfait comme fin d'épisode et de ce duo d'épisodes. Et je vous invite à aller regarder dans la description pour aller plus loin si vous êtes intéressé avec Aude, pour faire un rendez-vous découverte, voir les propositions et pouvoir être accompagné sur ce chemin de retour chez soi avec son énergie, ses outils et puis vous voyez son grand savoir et tous ses partages riches et abondants. Et puis vous retrouverez aussi les petites méditations et les petits outils à refaire chez vous disponibles sur la chaîne YouTube d'Aude. Et je te remercie encore pour tous ces partages et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode. Avec grand plaisir. Merci pour tout, Julien. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao.